La commune de Landreau, située entre Nantes et Cholet, est restée tristement célèbre pour avoir été le théâtre de l'un des pires crimes du XXe siècle. Au petit matin du 1er octobre 1913, les habitants du village de Bas-Briassé pénètrent dans la ferme de la famille Mabi et découvrent un massacre. 7 cadavres, tous égorgés. Seul survivant, l'un des fils, Pierre, 4 ans. Alertés, les gendarmes soupçonnent alors le valet de ferme qui manque à l'appel. Il s'agit de Marcel Redureau et une fois retrouvé, le garçon avoue tout. Mais les gendarmes, le juge ainsi que les habitants n'en croient pas leurs oreilles. Car Marcel, qui est décrit comme doux et gentil, n'a aucun mobile. Et surtout, il n'a que 15 ans. Il est 7 heures du matin quand Madame Durand se rend à la ferme des Mabi. Venue pour livrer du lait aux viticulteurs, cette dernière trouve porte close. Les volets sont fermés et la ferme est étrangement calme. Seul Pierre, le dernier de la famille, est sur le pas de la porte. Il est pieds nus, en pyjama et pleure à chaudes larmes. Mais que fait cet enfant tout seul au beau milieu de la ferme familiale? Quand Madame Durand lui demande où sont ses parents, le petit répond que sa mère est à l'intérieur et qu'elle est couverte de sang. La dame n'y prête pas vraiment attention. Tout le monde sait au village que Madame Mabi est enceinte de son 5e enfant et qu'elle doit accoucher d'un instant à l'autre. Estimant que ce ne sont pas ses affaires, Madame Durand s'éclipse sans demander son reste et laisse le pauvre Pierre tout seul. En chemin, la ménagère raconte l'anecdote à un voisin. Ce dernier, un peu plus inquiet, se rend alors sur place. Il s'approche, entrouvre les volets et à travers les fenêtres, il découvre les corps inertes de la mère de Pierre ainsi que Marie Dugast, 16 ans, la domestique de la famille. Elles sont couchées sur le sol de la cuisine, baignant dans une mare de sang, leurs gorges tranchées. Elles sont complètement défigurées. Le voisin s'en va immédiatement alerter les gendarmes qui débarquent dans la ferme 2 heures plus tard. Découvrant la macabre tuerie dans la cuisine, ils vont inspecter le reste de la maison et trouvent le père, Jean-Marie Baptiste Mabi, 42 ans, égorgé lui aussi dans le cellier. La grand-mère est morte aussi dans sa chambre et dans la chambre des enfants, il y a 3 petits cadavres. La scène de crime est une vraie boucherie. Il y a trop de blessures pour les compter. En poursuivant leur inspection, ils retrouvent le petit Pierre, seul survivant, caché à l'étable et en train de pleurer. Mais quelqu'un est absent, le valet de ferme. Le garçon de 15 ans reste introuvable et les soupçons se portent immédiatement sur lui. Les gendarmes se mettent rapidement à sa recherche et le retrouvent dans une maison abandonnée. L'adolescent à la bouille d'enfant est complètement hébété et il est couvert de sang de la tête aux pieds. Marcel avoue tout de suite. Il dit ne pas avoir de complice et qu'il a agi seul. Il raconte que la veille, vers 10 heures du soir, il travaillait avec Monsieur Mabi au pressoir et que ce dernier l'aurait traité de feignant, que cela faisait plusieurs jours qu'il n'était pas content de son travail. Pris de rage, Marcel a attrapé un pilot en bois qu'il y avait à proximité et il a asséné de violents coups sur la tête de son patron. Monsieur Mabi, au sol, criait de douleur et criait tellement que Marcel, complètement paniqué, a attrapé la serre par raisin, le frappant avec, afin de le faire taire. Les gendarmes n'en reviennent pas. Ils demandent alors pour quelle raison a-t-il tué les autres? Marcel raconte que quand il a assassiné son patron, il a voulu prendre la fuite. Il est passé par la cuisine pour déposer la lanterne et c'est là qu'il a vu Madame Mabi qui faisait de la couture avec Marie. Elle lui aurait demandé où était son mari et pris de peur, Marcel a de nouveau pris la serre par raisin et les a tuées elles aussi. Ensuite, il a entendu la grand-mère taper sur le mur avec sa canne. Toujours dans la peur, il a donc également tué la vieille avec la serpe. Il n'a pas épargné non plus les 3 enfants dans leur chambre. Et Pierre dans tout ça? Marcel ne l'a tout simplement pas vu. Les gendarmes retrouvent tout de suite l'arme du crime. L'arme est recouverte de sang et complètement cassée. En effet, dans sa folie meurtrière, le garçon s'est tellement acharné que le manche a cédé. Après le massacre, Marcel raconte être allé dormir tranquillement dans sa chambre à quelques mètres des cadavres. Le lendemain, il décide de rentrer chez ses parents. En chemin, il a eu des remords et il a voulu se suicider. Il est donc allé jusqu'à une mare et est entré dans l'eau glacée pour mourir, mais au dernier moment, il n'a pas eu le courage de passer à l'acte. Il a donc fait marche arrière et comme il avait les chaussures et les bas de pantalon trempés, il a trouvé refuge dans cette maison abandonnée, là où les gendarmes l'ont retrouvé.
Les obsèques de la famille Mabie ont lieu dès le lendemain. Tout le village est présent pour suivre le cortège funéraire. Il y a 7 charrettes qui portent chacune un cercueil. Les journalistes venus de Paris sont présents. Pour eux, ce crime est une grande première. Et grâce au progrès de l'imprimerie combinée à la photographie, les journaux vont publier à la une, pour la première fois de l'histoire, la photo du tueur. Marcel Redureau devient alors le premier criminel à faire la une d'un journal en France. Il y a eu énormément de passion autour de cette affaire, car le meurtrier est seulement âgé de 15 ans. Tout le monde se demande comment un jeune garçon sans histoire est décrit comme gentil et capable de perpétrer un tel massacre. À cette époque, dans la tête des gens, les meurtriers ont forcément des tares qui les prédestinent à tuer. Or, Marcel n'a pas l'air d'en avoir. Au contraire, il a l'air tout à fait normal. Et les témoignages vont plutôt dans ce sens. Le maire de Landreau dit dans une interview qu'il connaissait bien Marcel et que sa famille était en excellents termes avec les Mabie. Le jeune garçon n'a jamais eu une attitude bizarre ou mal intentionnée. L'instituteur de l'école où Marcel a étudié jusqu'à ses 11 ans disait la même chose. C'était un bon élève qui se conduisait bien et quand il recevait une réprimande, il ne se révoltait jamais. Le père de Marcel, lui non plus, ne comprend pas. Pour lui, son fils était un peureux, un froussard qui n'osait même pas sortir le soir. Marcel était donc un enfant sans histoire. Personne n'arrive à croire que parce que son patron l'a traité de feignant, il a massacré toute une famille. Pourtant, un seul témoignage à charge contre le jeune garçon va venir susciter quelques interrogations. Monsieur Chiron, un habitant de Landreau, affirme qu'il a eu une conversation avec Marcel 2 mois avant son crime. Et ce dernier lui aurait dit qu'il n'aimait pas la famille Mabie, qu'ils seraient tous bons à tuer et que si ça ne tenait qu'à lui, il les tuerait tous. Les gendarmes vont alors enquêter sur ce monsieur Chiron et beaucoup diront qu'il s'agit d'un affabulateur prêt à tout pour se donner de l'importance. Le procureur retient néanmoins son témoignage qui va peser lourd au moment du procès, car c'est un signe de préméditation. Et dans ces années-là, la préméditation ouvre le chemin vers la guillotine. Heureusement pour Marcel, ayant moins de 16 ans, il ne peut pas être condamné à mort, mais il peut finir sa vie au bagne en Guyane. Avant d'enterrer toute la famille, des autopsies ont été pratiquées et les médecins légistes ont renoncé à compter le nombre de blessures. Marcel s'est tellement acharné sur ses victimes que certains corps présentent au moins 60 coups de serpe. 60 coups sur une vieille dame, une femme enceinte et des enfants dont le plus jeune avait 2 ans. Les médecins sont formels. Il faut de la rage pour asséner autant de coups. Par la suite, le meurtrier est également examiné par les mêmes médecins légistes. À l'époque, il n'y avait pas d'experts psychiatres, et concernant Marcel, ils n'ont jamais vu ça. Il n'est pas atteint de tare régressive, fréquente chez les jeunes criminels, il n'a ni malfaisance instinctive, ni anesthésie psychique, ni absence de sens moral. Les parents sont bien portants, aucune maladie grave ayant intéressé leur constitution physique ou leur fonction cérébrale. Tout ce charabia pour dire que non, il n'est pas fou. Ils vont d'ailleurs jusqu'à dire qu'il est très intelligent, sans vice, bon travailleur et qu'il a un caractère renfermé. Pour creuser un peu plus la personnalité de Marcel, les gendarmes vont interroger une dame à Landreau, chez qui le garçon avait travaillé avant d'être chez les Mabie. La dame leur fait une révélation des plus étranges. Marcel lisait beaucoup de livres, elle ne sait pas lesquels précisément, mais il s'agissait là de mauvaises lectures. Les gendarmes intrigués questionnent alors les parents qui affirment que leur fils ne lisait absolument pas. Et en s'intéressant aux activités de loisirs de Marcel, les enquêteurs ne découvrent rien d'accablant. C'était un enfant qui aimait bien jouer aux cartes. Et ses parents affirment qu'ils ne l'ont jamais entendu se plaindre de ses patrons. Le dossier est maigre, et les gendarmes ainsi que le juge savent qu'il y a un point faible, le mobile. Celui de Marcel ne tient pas debout. On ne tue pas quelqu'un parce qu'il nous traite de feignants. Il n'y a aucun autre mobile qui pourrait justifier cet acte barbare, car même les 3000 francs obtenus suite à la vente de tonneaux de vin de Monsieur Mabie n'ont même pas été volés. Des rumeurs circulent alors dans le village. Marcel avait le béguin pour la domestique Marie. Aurait-il tenté d'abuser d'elle? S'était-elle plainte auprès de ses patrons? Cette thèse est impossible à prouver puisque les protagonistes sont tous morts. Marcel est donc emprisonné à la maison d'arrêt de Nantes. Les gardiens le décrivent comme un garçon timide qui baisse souvent les yeux et parle à voix basse. Il est intégré à la vie collective et il suit les règles. Bref, ce garçon ne pose aucun problème. Le juge se questionne toujours sur cette histoire de mobile qui ne tient pas la route. Il a besoin de réponses. Il demande à nouveau à Marcel pourquoi a-t-il massacré les autres. En effet, si c'était le patron qui l'avait poussé dans ses retranchements, pourquoi s'en prendre aux enfants, à la grand-mère, à la domestique? Marcel répond « J'ai eu peur que la patronne vienne voir son mari dans le cellier. J'ai frappé la domestique parce qu'elle était avec la patronne et les autres parce qu'ils criaient. Et Pierre alors? Il m'a rien dit. Il dormait. Je ne l'ai pas vu. »
Le juge lui demande par la suite s'il avait vraiment l'intention de se suicider. Oui, je le voulais, mais je n'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Et cette réponse, pour le juge, compte. La volonté de se suicider atteste que Marcel discerne le bien du mal. Et en 1913, pour un mineur, cela fait toute la différence. S'il n'y avait pas eu de discernement, il aurait pu être acquitté. Il sera donc jugé. À quelques semaines du procès, le juge ne néglige aucune piste. Il découvre que Marcel travaillait beaucoup trop pour son âge. Il commençait à 5 heures du matin jusqu'à 10 heures le soir, sans pause, à part pour les repas. Cela fait un total de 17 heures de travail par jour. Est-ce que Marcel n'aurait donc pas fait ce qu'on appelle aujourd'hui un burn-out? Il aurait eu une fatigue excessive, d'autant plus que les vendanges venaient de se terminer la veille du meurtre. Et c'est la période la plus chargée de l'année dans une ferme viticole. Le juge interroge alors les médecins. Ils sont formels. Non. Marcel ne présentait pas de surmenage physique ni d'épuisement nerveux, mais ils font remarquer que 17 heures de travail par jour, c'est 7 heures de plus qu'un ouvrier à l'usine. Une piste se referme. Mais le juge reçoit une lettre anonyme qui désigne le vin coupable de la folie meurtrière du jeune homme. En effet, cette personne affirme que la vapeur du vin dans les pressoirs et les cuves ont une action troublante et que Marcel en aurait été enivré. Le juge demande alors qu'on enquête sur les effets de la fermentation du vin sur l'organisme. Des experts rendent leur verdict. Les vapeurs du vin peuvent provoquer de l'asphyxie, mais en aucun cas procurer un état de surexcitation au point de rendre fou. Encore une fois, une piste se ferme. Le procès débute à la mi-janvier 1914. Les témoignages d'experts médicaux sont sans appel. Marcel jouissait d'un discernement normal et d'une entière conscience de ses actes. Il ne souffre d'aucune anomalie mentale ou psychique. Marcel est seul dans son box. Il pleure à 3 reprises. La première quand son oncle le décrit comme un gentil garçon, la deuxième au moment du réquisitoire quand l'avocat général réclame la perpétuité et la troisième pendant la très longue plaidoirie finale de son avocat qui conclut en implorant le jury qu'ils aient pitié de cet enfant de 15 ans qui a été, selon lui, victime de la crise de l'âge. Le 3 mars 1914, à 17h30, le jury se retire pour délibérer. 2 heures plus tard, la sentence tombe. Les jurys répondent oui aux 23 chefs d'accusation et oui à la préméditation. Marcel est condamné à 20 ans d'emprisonnement dans une colonie correctionnelle. Le lendemain, il rédige une lettre à ses parents dans laquelle il écrit « Chers parents, je suis condamné à 20 ans d'emprisonnement dans une colonie correctionnelle. Et comme vous le voyez, la mort viendra nous prendre avant de nous revoir. » Marcel avait vu juste, car il meurt 3 ans plus tard, emporté par la tuberculose à l'âge de 18 ans. Il n'y a pas d'âge pour être l'auteur d'un crime barbare. Voilà pourquoi j'ai arrêté de faire du babysitting. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire. Je vous invite également à soutenir la chaîne en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait et à lâcher votre meilleur pouce bleu. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite dans un nouveau Scène d'horreur.